Ah oui. Voilà, Terre et poésie, c'est un titre trop ambitieux. Nous n'allons pas, bien sûr, parler de leur rapport depuis les origines. Partons, si vous le voulez, du XIXe siècle, du XXe siècle, et bien sûr, et du nôtre. Alors, vous savez que les romantiques ont souvent célébré la nature, mais il y a une plainte, pourrait-on dire, qui court tout au long de la poésie moderne, la plainte que la terre soit comme absente. Et il y a en même temps un désir et même un effort essentiel qui anime cette poésie. Ce serait de hâter la venue du monde, mais un monde encore inexprimé, et qu'on pourrait définir comme l'ensemble des rapports vivants dans lesquels nous trouverions la plénitude d'une nouvelle présence. C'est ce que dit Jean Starobinski en présentant les poèmes de Bonnefoy. Que la terre soit absente et qu'il soit de la responsabilité, entre autres, de la poésie de faire advenir une terre seconde, comme dit encore Bonnefoy, c'est la réclamation de bien des poètes, celle de Rimbaud d'abord. Vous connaissez sa phrase célèbre « La vraie vie est ailleurs, nous ne sommes pas au monde ». Mais c'est aussi la plainte de Reverdy, qui disait « La poésie, c'est le lien entre moi et le réel absent ». Ou encore de Pierre-Jean Jouve, qui parle de l'absence du monde, que la parole poétique doit, comme ici, repeupler. Alors parfois, les poètes chantent leur nostalgie d'un temps où régnait entre la terre et l'homme, disons, une entente tacite, une harmonie. Et René Char évoque ce qu'il appelle l'avant-monde, un avant-monde qui entoure le bonheur amoureux, dans un beau poème aux couleurs provençales que je voudrais vous lire, Évadné. L'été et notre vie étions d'un seul tenant. La campagne mangeait la couleur de ta jupe odorante. Avidité et contrainte s'étaient réconciliées. Le château de Maubec s'enfonçait dans l'argile. Bientôt s'effondrerait le roulis de sa lyre. La violence des plantes nous faisait vaciller. Un corbeau, rameur sombre déviant de l'escadre, sur le muet silex du midi écartelé, accompagnait notre entente au mouvement tendre. La faucille partout devait se reposer. Notre rareté commençait un règne. C'était au début d'adorables années. La terre nous aimait un peu, je me souviens. Alors pourquoi et comment s'est produite cette rupture entre la terre et l'homme? Un homme qui règne sur ce qui ressemble de plus en plus à un désert. Eh bien, un des premiers à avoir dénoncé cette rupture et à en accuser l'homme d'ailleurs, ça a été Nerval. L'homme qu'il appelle libre penseur, cet homme dont le programme était, selon la formule de Descartes, de nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. C'est un poème extraordinaire, vous allez le voir, parce que on y entend déjà un peu tout ce qui a résonné aujourd'hui dans cette salle. Le poème s'appelle Vers doré, il est extrait des Chimères. Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils, l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible, et tout sur ton être est puissant. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie. À la matière même un verbe est attaché. Ne la fais point servir à quelque usage impie. Souvent, dans l'être obscur, habite un Dieu caché.
et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Alors, l'apostrophe « homme libre penseur » a un sens plus large que son acception actuelle. Certes, c'est l'homme irreligieux, méconnaissant l'univers sacré qui l'environne. Dans le poème, d'ailleurs, les majuscules d'univers et de nature rivalisent avec celles de l'homme. Et vous l'avez entendu, la fin du poème évoquera même un Dieu caché. Mais plus largement, la liberté de l'homme, affranchie des lois de la conscience religieuse, a déployé son existence en exerçant un pouvoir sur le monde, un monde qu'il s'est assujetti. On est frappé de l'association entre liberté et disposer. Des forces que tu tiens, ta liberté dispose. C'est donc bien que la liberté humaine, telle qu'elle s'est exercée, est un pouvoir. Il fait d'ailleurs usage des choses, il fait usage de la matière, d'où l'apostrophe ne la fait point servir à quelque usage impie. Or, cet usage profane le monde. Il le réduit justement à une matière supposée inerte, alors qu'à cette matière, comme dit le poète, un verbe est attaché, et que la vie éclate en toute chose. Inversement d'ailleurs, l'homme se réserve l'attribut de la pensée. Te crois-tu seul pensant? Et il établit ainsi entre le reste de l'univers et lui une coupure absolue, ignorant que la vie, dont parle Nerval, est indivisible et qu'elle est aussi bien sensibilité et pensée. Ainsi, l'homme méconnaît-il les êtres dont il croit disposer. Et la malédiction qui en résulte, c'est que dans ces conseils, comme dit Nerval, conseils au sens latin de consilia, c'est-à-dire projet, l'univers est absent. La terre lui échappe. Alors, à cette liberté aveugle et sacrilège, le poète, reprenant la tradition orphique, va opposer l'attitude religieuse. Et cette attitude religieuse est définie par des interdits. Respecte, crains, ne la fais point servir. Et ces interdits, comme ceux des religions qui croient à la métempsychose, étendent à tous les êtres le respect dû à l'âme, au principe spirituel. Et, chose étonnante, ce principe spirituel, on peut dire qu'il gagne en dignité à mesure qu'on descend dans l'échelle apparente des êtres. La bête possède un esprit, respecte dans la bête un esprit agissant. Mais la fleur, elle, contient une âme. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Et quand on arrive à ce qui, dans notre représentation, semble être le domaine le plus bas, la chose, le métal, eh bien, Nerval dit qu'un mystère d'amour dans le métal repose. Et il faut savoir que Nerval interprète ainsi, et c'est magnifique, le phénomène de l'attraction magnétique. L'attraction magnétique, c'est un mystère d'amour. Bref, tout est sensible, conclut le poète, et le dernier tercet ira même jusqu'à parler d'un Dieu caché, à la fois verbe et regard, au sein de la matière. Ce qui est ainsi affirmé, c'est l'unité de la vie, par-delà les frontières jugées artificielles de ce que nous appelons biosphère, il en a été question, et noosphère, je reprends un terme de Teilhard, puisque, et l'expression est poétiquement admirable, il y a une écorce des pierres, il y a un regard du mur. Donc, non content d'abolir la frontière spirituelle entre l'homme et l'univers, Nerval renverse le rapport de domination du premier sur le second. Et au vers « des forces que tu tiens, ta liberté dispose », fait pendant l'affirmation contraire « et tout sur ton être est puissant ». Et la dernière strophe du poème
nous initie finalement à ce qui se passe dans l'intimité de cet univers que l'homme avait réduit à un monde plat. Ce monde plat qui était l'étendue cartésienne. Et l'homme l'avait réduit à l'étendue pour le manipuler de l'extérieur. Or, que fait découvrir Nerval ? Eh bien qu'il y a un mouvement qui anime cet univers supposé plat du dedans. Il y a un avènement secret, puisque chaque fleur est une âme à la nature éclose, qu'il y a un œil naissant couvert par les paupières de la pierre, et que le pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Vous remarquez d'ailleurs que c'est le règne végétal qui fait le lien entre la matière et l'esprit. Un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Donc, du pur esprit aux pierres, eh bien, il y a continuité, et cette continuité, elle est exprimée donc par la métaphore végétale de l'écorce. On passe donc d'un univers inerte et disponible à un univers animé par une présence occulte. Et la poésie nous sert de guide dans cette découverte. Vous remarquez, du point de vue du rythme et des sonorités, que quand l'évocation du Dieu caché succède aux premières injonctions que le poète adresse aux libres penseurs, le rythme se modifie. Au début du poème, il est impérieux. Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant, respecte dans la bête, ne la fais point servir, etc. Et dans ces vers-là, c'est le premier mot du vers qui est accentué. Au contraire, dans le dernier tercet, ce mouvement est mystérieusement ascendant, il est continu, comme s'il épousait une genèse qui s'épanouit dans les voyelles finales, avec la rime féminine à la fin entre paupières et pierres. Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce des pierres. Vous voyez que le rythme et les sonorités figurent ici le passage que l'homme doit accomplir d'une action sur les choses, qui est aussi une action sur les mots d'ailleurs, au mouvement qui rejoint et qui respecte leur propre développement. Et dans cette perspective, la poésie est bien un discours initiatique, pourrait-on dire, ce qui justifie son ton oraculaire. Alors la parole poétique peut prendre en charge ce verbe attaché à la matière, comme le dit Nerval, mais c'est à condition que l'homme commence par l'écouter, qu'il parte de la demande silencieuse de l'être occulté ou marginalisé, ce pur esprit qui s'accroît sous l'écorce des pierres. Et il arrive que cette demande, je dirais cette demande implicite de parole, devienne plus sensible. Et elle se fait peut-être mieux entendre au moment charnière entre la nuit et le jour, ou bien entre les saisons. Et c'est peut-être alors que le poète attentif aura une chance de percevoir quelque chose comme, non pas peut-être le cri de la terre dont parlait l'encyclique Laudato Si, mais ce que Mahler appelle le chant de la terre. Alors je voudrais vous citer deux poèmes, ou peut-être un seul si nous n'avons pas le temps. Le premier, c'est le moment de l'aube. Et vous allez y retrouver cette idée de Genèse. L'aube si fatiguée qu'elle sourit au lieu de parler, vient encore une fois d'accoucher du monde, sans un cri, presque gênée d'occuper tant de place, dans l'indifférence quasi générale, excepté les oiseaux et les adolescents, qui la regardent longuement, le menton dans les mains, entre les pots de géranium et les peupliers, émus, rêvant qu'ils voient leur propre naissance et déjà leur première paternité. Et un autre poème, alors, qui est un petit peu en avance sur la saison, puisqu'il s'intitule « Soir de mars ». Imperceptiblement, l'horizon soupire.
comme un dormeur allongé sur le dos qui va s'éveiller d'un moment à l'autre. Les arbres savent une langue apprise en 3 jours. Chaque année, à la même heure, le même silence mouillé affleure. Terre, cette fois, tu vas le dire, le mot profond qui gonfle les collines. Tu l'as au bout des lèvres, imminente, timide. Mais aujourd'hui encore, au dernier moment, tu gardes ta réserve en face de nous et ton murmure à l'horizon ne s'entend que de profil. Alors il y a un poète qui a même recours à la polyphonie pour nous donner de ce chant de la terre une sorte de transposition dans le registre humain. Et pour ça, il fait appel à 3 voix féminines. Vous avez peut-être reconnu la cantate à 3 voix de Claudel, dont je vais vous lire seulement le début. Alors là, je dois le rechercher un petit peu. Voilà. Alors là, nous sommes encore plus en avance, puisque ce que Claudel célèbre ici, c'est cette heure qui est entre le printemps et l'été. Alors, je ne vais pas vous indiquer les différences de voix pour ne pas gêner l'écoute, mais sachez que ce sont 3 femmes qui parlent l'une après l'autre. Cette heure qui est entre le printemps et l'été, entre ce soir et demain, l'heure seule qui est laissée, sommeil sans aucun sommeil avant que ne renaisse le soleil, nuit sans aucune nuit, pleine d'oiseaux mystérieux sans cesse et du chant qu'on entend quand il est fini, de feuilles et d'un faible cri et de mots tout bas et du bruit, de l'eau lointaine qui tombe et du vent qui fuit. Heure sereine. Le moment d'où tout dépend, le mot suprême de l'année, de la terre qui désire encore et qui veut parler. Alors, dans un tel poème, il ne s'agit plus seulement de nommer les choses, il ne s'agit plus seulement de dresser l'inventaire de la création, comme le faisait Claudel auparavant, dans la 2e des 5 grandes odes, par exemple, quand il s'écriait, c'est un passage que vous connaissez sûrement, voilà. « Salut donc au monde nouveau à mes yeux, au monde maintenant total, au credo entier des choses visibles et invisibles, je vous accepte avec un cœur catholique. Où que je tourne la tête, j'envisage l'immense octave de la création, le monde s'ouvre, et si large qu'en soit l'empan, mon regard le traverse d'un bout à l'autre. J'ai pesé le soleil, ainsi qu'un gros mouton que 2 hommes forts suspendent à une perche entre leurs épaules. J'ai recensé l'armée des cieux et j'en ai dressé état, depuis les grandes figures qui se penchent sur le vieillard océan jusqu'au feu le plus rare englouti dans le plus profond abîme, ainsi que le Pacifique bleu sombre où le baleinier épie les vents d'un souffleur comme un duvet blanc. » Alors, certes, le poète, qui se veut le rassembleur de la terre de Dieu, comme Christophe Colomb, c'est ce que Claudel dit dans une autre ode, ne prétend pas imposer arbitrairement un nom aux êtres qui l'entourent. Ce point est important. La parole du poète fait fidèlement écho au Verbe de Dieu qui a institué chaque chose au commencement. Et du coup, la parole du poète respecte la nature essentielle de chaque chose. Et elle la respecte en faisant écho à la parole créatrice. Comme il le dit dans une autre ode, et comme Dieu donc a dit dans le silence qu'elle soit, que la lumière soit,
C'est ainsi que, pleine d'amour, tu répètes, selon qu'il l'a appelée, qu'elle est. Donc, Dieu a dit que la lumière soit, et le poète répète que la lumière est. Il y a donc une forme de respect de la chose qu'il nomme. Et c'est pourquoi Claudel peut dire « Laissez-moi voir et entendre chaque chose avec la parole qu'il a faite. » Alors, puisque les êtres sont créés, il reste au fond d'eux-mêmes la parole qui les soutient dans l'existence. Et donc, la créature que le poète nomme n'est pas inerte, même si elle paraît inanimée. Au fond de chacune gît, en effet, la parole qu'il a faite. Non seulement la parole qu'il a faite, mais même une louange implicite à l'égard de son créateur. Et la mission du poète à ce moment-là, c'est d'expliciter cette louange dans la parole poétique. C'est ce que dit Claudel, « Délivrez-moi par ma bouche, délivrez-la plutôt, délivrez-la par ma bouche de cette louange qu'elle vous doit, ainsi comme j'ai reçu nourriture de la terre, qu'elle reçoive à son tour la mienne, ainsi qu'une mère de son fils. » Donc, tout cela nous conduit à dire que Claudel ne mérite sans doute pas le reproche que lui adresse Yves Bonnefoy d'être resté cadenassé dans l'orthodoxie avec la liste des choses. Et pourtant, avec un peu d'audace, on pourrait dire que son ouverture au monde, sauf dans cet admirable début de la cantate à 3 voix que vous avez écouté, et dans d'autres poèmes quand même, on peut dire quand même que Claudel a peut-être été limité par un savoir théologique qui plaçait l'homme au centre de ce monde, sinon comme maître et possesseur de la nature, selon le mot de Descartes, du moins pourrait-on dire comme délégué général de la création, chargé de signifier, comme Claudel le dit lui-même, cela que chaque chose veut dire. Or, c'est peut-être à cette position surplombante que Nerval nous invitait à renoncer, quand il nous enjoignait de respecter et même de craindre cet univers que nous pensions avoir domestiqué. Il nous avertissait, vous vous en souvenez, que nous étions nous-mêmes regardés par un œil naissant dans la pierre, autant que nous regardions le mur qui nous paraissait aveugle. Je voudrais vous citer le poème d'une jeune poétesse, Judith Chavannes, qui nous convie à un tel changement d'attitude, mais cette fois-ci à propos d'une fleur. Il se fait un grand calme de la pivoine à soie. La maison dort. Personne encore ne bouge, ne parle. Aucun bruit venu de la rue ne dérange la rencontre au matin avec la fleur. La pivoine que vous regardez vous place à côté d'elle. Elle vous dévisage et vous refait une âme sans prévention ni défense, vous qui êtes seul avec elle. Alors le cadre ici n'est plus la nature, c'est celui de la maison silencieuse au début de la journée, quand la femme, première levée, est seule avec les choses. C'est un moment de recueillement, propice à un calme renversement du rapport que nous avons avec les choses. C'est une véritable rencontre, et même un petit cérémonial où la pivoine, qui est nommée avant le témoin qui la regarde, la pivoine que vous regardez, eh bien, la pivoine a ici l'initiative. La fleur, en effet, place la femme à côté d'elle. La pivoine que vous regardez vous place à côté d'elle. Elle vous dévisage, écrit même le poète. Un peu comme une reine qui ferait une faveur à l'un de ses invités. Et le pouvoir de cette fleur va même jusqu'à refaire en celle qui la regarde une âme sans prévention ni défense. L'expérience qui est donc celle d'un bain lustral peut parler d'un baptême, le mot figure d'ailleurs dans le poème suivant,
Baptême de cette contemplation matinale où nous retrouvons une disposition virginale à l'accueil par la grâce des choses. La pivoine semble ici prête à faire un geste. Ailleurs, on l'a vu dans le poème Soir de Mars, la terre semble prête à prendre la parole. Et on pourrait essayer d'aller plus loin. Il arrive que le poème ne transcrive pas seulement la revendication d'une existence muette, qui veut se manifester dans les mots humains, mais qu'elle transcrive une parole où l'être caché, où l'être méconnu veut s'exprimer en son nom propre. Et à ce moment-là, le poète n'a plus à être son délégué, son porte-parole, il n'est plus que son truchement. C'est ainsi que Supervielle délègue parfois à une voix distincte de la sienne le soin d'exprimer cette demande de parler, mais une demande qu'il craindrait de trahir en parlant à sa place. Et dans le poème que vous allez entendre, Supervielle donne successivement la parole à la montagne, au bois, à la rivière et à l'étoile. Le poème s'appelle « La demeure entourée ». Il est extrait du recueil « Les amis inconnus ». Le corps de la montagne hésite à ma fenêtre. Comment peut-on entrer si l'on est la montagne, si l'on est en hauteur avec roches, cailloux, un morceau de la terre altéré par le ciel? Le feuillage des bois entoure ma maison. Les bois ont-ils leur mot à dire là-dedans? Notre monde branchu, notre monde feuillu, que peut-il dans la chambre où siège ce lit blanc, près de ce chandelier qui brûle par le haut, et devant cette fleur qui tremble dans un verre? Que peut-il pour cet homme et son bras replié, cette main écrivant entre ces quatre murs? Prenons avis de nos racines délicates. Il ne nous a pas vus. Il cherche au fond de lui des arbres différents qui comprennent sa langue. Et la rivière dit « Je ne veux rien savoir. Je coule pour moi seul et j'ignore les hommes. Je ne suis jamais là où l'on croit me trouver et vais me devançant crainte de m'attarder. Tant pis pour ces gens-là qui s'en vont sur leurs jambes. Ils partent et toujours reviennent sur leurs pas. » Mais l'étoile se dit « Je tremble au bout d'un fil. Si nul ne pense à moi, je cesse d'exister. » Alors, le poète voulait probablement au départ évoquer la nature qui entoure sa maison. C'est le titre, La demeure entourée. Mais au moment d'appréhender, dans le réseau de ses vers, la montagne, les bois, la rivière, il a senti une sorte de décalage entre leur présence, étrangère au langage, étrangère à la chambre où il écrit, et les mots qu'il allait employer. C'est ce qu'il fait dire au bois. Il ne nous a pas vus, il cherche au fond de lui des arbres différents qui comprennent sa langue. Eh bien, c'est pour remédier à ce décalage que le poète prête à tous ces éléments une voix. Et c'est bien sûr un détour par la fable, mais Cynthia Fleury nous a dit que la fable pouvait être un mensonge utile. Il leur prête une voix afin que chaque chose puisse revendiquer son indépendance à l'égard du langage humain, se faire reconnaître dans son étrangeté. Et c'est ainsi que montagne, bois, rivière prennent successivement leur distance, de plus en plus grande, avant que l'étoile, qui est aux limites de l'absence, n'avoue, en un retournement émouvant, qu'elle a quand même besoin du poète pour se faire entendre. Je tremble au bout d'un fil, si nul ne pense à moi, je cesse d'exister. Alors, retenons ces derniers mots. Après la défiance vis-à-vis de l'homme, exprimée par les autres éléments du monde, l'étoile redonne à cet homme une place au sein du cosmos. Il est indispensable à sa survie d'étoile.
et à celle de notre planète par sa pensée. Et l'étoile se fait l'interprète de l'appel finalement réconfortant que la Terre adresse aux poètes, à ses lecteurs et à tous les hommes. Si nul ne pense à moi, je cesse d'exister. Merci. Alors, puisque j'ai le micro, je me permets de prendre la parole en premier. Ah, tu veux déjà poser une question? De façon captive. Non, d'abord, mon admiration. Oui. Merci, Jean-Pierre Lemaire. Chaque fois que je vous lis, que je vous entends, j'ai l'impression de comprendre la poésie. En tout cas, elle tourne vers moi son visage le plus hospitalier, parce que le plus souvent, voilà, je suis Monsieur Jourdain. Je fais de la prose d'abord, même sans le savoir. Donc, merci. Parce qu'il y a une vraie construction, j'aurais évidemment plusieurs questions, mais je me souviens de ce passage de Sartre à propos de Mallarmé en disant qu'au XIXe siècle, et c'est pas anodin que vous ayez parlé de ces auteurs à partir du XIXe avec Nerval, c'est que les poètes au XIXe siècle ont perdu leurs deux grands objets, l'homme et Dieu. Ils n'ont plus vers quoi se tourner. C'était au fond comme un désespoir qui se manifestait. Et on trouve ici avec ces plaintes que la Terre est comme absente, peut-être cet objet dont il faut déplorer l'absence. Et ce que vous dites, au fond, c'est que par-delà cette rupture, il y a comme une fonction aussi du poète qui serait, pour reprendre le mot de Francis Ponge, qui serait de prendre le parti des choses. D'être de l'autre côté et en un sens de leur donner la voix, non pas un second créateur, le poète ne serait pas un second créateur, mais serait là pour faire parler la nature. C'est-à-dire que la question qui se pose et qui montre que finalement Gaïa est un mot très bien choisi puisqu'il nous convoque tous. Ce n'est pas simplement une hypothèse scientifique, ce n'est pas seulement un mensonge utile, c'est aussi cela qui a besoin d'un poète. Peut-être pour nous apprendre aussi à parler, nous qui balbutions, peut-être le poète doit nous devancer, prendre la parole pour faire Gaïa aussi et la rendre consistante à nos yeux. En tout cas, c'est vraiment, en vous écoutant, l'impression que j'ai eue. C'est-à-dire que cet astre qui a besoin de nous serait sinon désastre. Vous êtes poète, vous voyez. Merci. Peut-être Philippe. Je présente Philippe Pignard qui dirige les éditions de la Découverte. Voilà. Merci. Merci effectivement pour votre intervention. Vous êtes resté en France. Et quand je pensais poésie, on pense beaucoup aux États-Unis aussi, où il y a quelque chose de très particulier qu'on n'arrive pas à traduire, comme la wilderness. Et il y a une poésie comme celle de Walt Whitman ou de Thoreau qui entretient un rapport très particulier avec ce dont vous avez parlé et qui me semble très différent de nous. Vous avez choisi de ne pas en parler, c'était tout à fait votre droit, mais j'aimerais savoir votre sentiment sur ce type de différence. Mais vous avez tout à fait raison. Si je peux faire un aveu personnel, tous mes maîtres en poésie ont en fait été des poètes étrangers, que je lisais en traduction. Alors, je ne connais pas la poésie américaine, je la connais mal. Mes maîtres ont été des poètes des pays de l'Est, un Hongrois, Pilinski, un Tchèque, Vladimir Holan, un Italien, Umberto Saba aussi. Et parce que j'ai trouvé chez eux quelque chose qu'effectivement je ne trouvais pas, sauf exception, dans notre poésie, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler une écoute directe des choses. Parce que, bon, le poète balbutie, je vous rassure tout de suite, comme nous tous. Je pense qu'avant d'écrire un poème, on est vraiment analphabète. On cherche ces mots, parce que ce sont des mots qui vont s'appliquer à quelque chose qui n'est pas encore nommé. Donc, comment faire sinon balbutier ? Mais avant le balbutiement, il y a une écoute. Ça, je crois que c'est le plus important. La parole poétique est toujours précédée par une écoute de ce qui essaie de se dire dans les choses, justement.
Et ça, je dirais, nos maîtres étrangers y ont été sensibles plus que nous. Je ne sais pas pourquoi. Voltaire, dans son discours à l'Académie, a une idée intéressante. Il se demande pourquoi nous ne savons pas parler comme Homère, par exemple, eh bien, des chèvres, du fromage, de la mer Violette. Et son hypothèse, c'est qu'en France, notre poésie, la grande poésie, s'est essentiellement formée dans la tragédie. Et que la tragédie laisse à sa porte, en quelque sorte, ce monde de la nature, pour ne parler que des grands intérêts, des grands sentiments, de l'ambition, de l'amour, de la politique. C'est une explication possible. Et on voit le long trajet que Bonnefoy, que j'ai cité tout à l'heure, doit faire pour rejoindre ce qu'il appelle le simple. Mais ça passe chez lui par tout un itinéraire, un long itinéraire qui nous fait passer en quelque sorte de l'essence des choses, la pierre, le bois, à leur présence particulière. Une pierre, un bois, une chose. Alors vous voyez, la poésie française, je crois, a un handicap de ce côté-là. Et c'est pourquoi nous pouvons nous mettre à l'école des poètes étrangers.